qui sont des robots, en fait. Robots voilà, qui peuvent prendre plusieurs formes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le drone maritime, tiens, pour la complétude. Maritime, ce qu'on appelle USV, Unmanned Service Vessel. Bon, ces dernières années, en fait, j'étais le CTO d'une société où j'étais l'architecte, en fait, de systèmes de drone, en fait, maritime, c'est-à-dire, en fait, des robots qui ont la forme d'un bateau, mais qui sont automatisés, qui peuvent faire des missions de sécurité, de surveillance, de sauvetage, d'accord. Donc, que ce soit au niveau de la mer, que ce soit autour de plateformes donc pétrolières, en fait, ou gazières. Donc, c'est plutôt des missions de surveillance et de sécurité. Mais ces drones, en fait, c'est des machines extrêmement sophistiquées. Donc, ils ont un noyau de robotique, bien sûr, pour s'orienter, c'est-à-dire éviter des obstacles automatiquement, etc. Ils ont aussi un noyau d'intelligence artificielle, de vision artificielle. Donc, en fait, pour reconnaître les obstacles, faire de la reconnaissance. Donc voilà, la robotique. Voilà, le premier domaine, en fait, d'avenir sur lequel, et du présent, dans lequel vous pouvez investir, c'est la robotique. Alors, le deuxième domaine, alors là, il n'y a aucun secret, tout le monde le connaît, c'est tout ce qui est IA, en fait, Artificial Intelligence. Voilà. Donc là, c'est quand même des domaines, en fait, où il y aura énormément d'innovations à venir. Donc, vous voyez les dernières ruptures, c'est-à-dire ça marche par rupture, en fait. Hein. Il y a eu 2013, donc l'émergence de la computer vision, c'est-à-dire la vision artificielle, qui devient une commodity. Moi, j'utilise la vision artificielle dans mon projet comme une commodity. C'est des librairies, ils font le boulot, ils font le travail. C'est plus de la R&D maintenant, hein. C'est-à-dire c'est des plugins, je mets dans le programme pour enrichir, tout ça. Maintenant, vous connaissez, il y a disons, la révolution du langage naturel, NLP, Natural Language Processing, ChatGPT. Ce n'est que la manifestation d'une vague qui a commencé en 2015, en fait. Là, vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez, c'est pas par hasard. En fait, les gens s'étonnent. À un certain moment, ils voient des choses extraordinaires. Mais non, parce qu'en fait, ces choses-là existaient, voilà, depuis pas mal d'années. En fait, ils n'ont pas eu peut-être en fait la maturité en fait pour émerger. Et d'un seul coup, l'émergence est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Vous voyez ChatGPT, c'est spectaculaire en fait. Hein. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a modélisé le langage humain en fait. Ah, c'est ça là, le truc. Il a pu en fait injecter le langage humain maintenant dans un espace à 300 dimensions. En fait, voilà. Et avec des réseaux de neurones, en fait, avec 175 milliards de paramètres, en fait. Là, c'est l'artillerie lourde au niveau computing, en fait, c'est-à-dire au niveau puissance de calcul, etc. Donc voilà, l'IA, robotique, IA. L'autre domaine, en fait, alors extrêmement important, bien sûr, c'est la cybersécurité. Je n'ai pas parlé de développement, attention. Hein. Je n'ai pas dit il faut. Pourquoi moi, je suis à l'origine développeur. Voilà, bon, développeur système. Voilà, c'est ce qui se passe. Et le développement, vous allez voir, il sera automatisé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura des générateurs de code automatique en fait. Moi, je le savais depuis pas mal de temps en fait, que l'ère de développeurs de masse, je dis bien les développeurs de masse, parce qu'il y aura des développeurs de pointe. C'est-à-dire qu'il y aura des équipes d'élite en fait, de développeurs qui vont coder les outils. Bien sûr, on a toujours besoin en fait, de développeurs pour coder les fameux outils qui génèrent automatiquement du code. D'accord? Mais en fait, c'est des développeurs d'élite. Et là, le ticket pour être développeur d'élite, il faut vraiment des trucs, des équipes d'élite. C'est-à-dire qu'il faut rejoindre quelques startups en fait, de très très haut niveau. Voilà. Mais en fait, c'est-à-dire ces toolkits vont tuer le métier de développeur de base. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont les tuer. Ça y est. Donc le développeur de base, je suis vraiment désolé de l'annoncer, en fait. Hein, c'est pour lequel j'aime bien vous orienter vers le truc, en fait. Hein. Bon, là par exemple, je demandais Python, tiens, pour la complétude. C'est-à-dire que Python, en fait, il fait partie de la discipline de la cybersécurité. C'est-à-dire que vous allez vous plugger sur l'IA, la robotique, la cybersécurité, mais vous avez toujours besoin d'outils. Bien sûr, vous faites d'outils comme Python, des trucs pour programmer, pour être autonome. Mais lorsque je dis en fait le métier de développeur de base qui fait que développer, c'est fini. C'est ça ce que je veux dire.
Mais vous, si vous allez travailler en fait en cybersécurité, en IA, en robotique, vous allez travailler sur des projets de robotique, c'est-à-dire en fait votre objectif c'est de développer le robot. C'est pas non, mais dans le développement de robots, vous allez intégrer peut-être des petits bouts de code, des librairies, etc., etc. D'accord? Et c'est quand même en fait un paradigm shift en fait qui est en train de se dessiner maintenant. Il y a des moteurs IA que vous ne connaissez pas maintenant, vous connaissez pas, c'est-à-dire vous voyez ChatGPT est apparu overnight, les gens sont impressionnés. Mais en parallèle, vous avez des moteurs qui apparaîtront l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce que je suis en train de vous dire en fait. Ils vont le faire, en fait, qui vont apprendre, qui pompent massivement le code de GitHub, de tous les codes open source, tout ça, pour faire en fait, c'est-à-dire du training, faire cet apprentissage en fait pour pouvoir générer automatiquement en fait, du code. Voilà, donc en fait, comme j'ai dit, le troisième domaine c'est la cybersécurité. Et la cybersécurité c'est très important. À la limite, en fait, la cybersécurité c'est un truc en fait qui a beaucoup plus de chances que la robotique. Il y a parce qu'il est cross, il est transverse. En cyber, vous allez travailler dans tous les domaines. En IA, vous allez travailler sur certaines catégories de problèmes. En robotique, c'est pareil. Robotique, en fait, c'est un truc de spécialisé. Moi, je vous parle en fait de robots maritimes, hein, USV, Unmanned Surface Vessel, ou bien de robots sous l'eau. En fait, c'est des trucs pointus, des trucs très techniques, assez pointus. Voilà, des trucs spécialisés. Par contre, la cyber, elle est partout. C'est-à-dire que les entreprises, les organisations, n'importe quelle entité, a besoin en fait, d'un savoir-faire cyber. Et la bonne nouvelle pour vous, il manque des compétences. Il n'y a pas de skills en fait. C'est ça des good news. C'est-à-dire en fait, vous êtes, si vous suivez ce domaine, vous êtes en fait, c'est-à-dire dans un domaine en plein take-off, en pleine croissance en fait. Il n'y a pas de skills. L'IA, on commence à avoir des skills, data scientist, voilà, on commence à avoir des gens en fait. Hein. La robotique, bon, comme je dis, c'est un domaine de spécialistes, il y a du monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a du monde. D'accord? Par contre, la cybersécurité, ça manque beaucoup de skills. Et surtout, ce qui manque, c'est les skills d'ingénieur, les skills techniques. Parce que là, vous allez voir, lorsque je veux parler des métiers de la cyber, il y a plusieurs métiers. Hein. Il y a plusieurs métiers. Par contre, en fait, les métiers les plus difficiles, c'est les métiers techniques. Parce que là, c'est un peu tordu, un peu pointu. C'est-à-dire que ça peut devenir, en fait, un truc un peu pointu. Voilà. Donc ça, c'est le troisième domaine, c'est-à-dire la cybersécurité. Donc IA, robotique, cyber. L'autre truc, en fait, qui va énormément, qui va bouleverser en fait, le monde, c'est un petit peu, en fait, ce qu'on appelle quantum computing, c'est-à-dire, en fait, il y aura un changement radical des architectures des ordinateurs, tels que vous les connaissez, en fait, maintenant, pour partir vers ce domaine, en fait, à la pointe, bon, qui est encore un petit peu en son enfance, hein, d'accord, mais qui aura un potentiel, en fait, énorme, Et j'ai parlé d'un cinquième domaine en fait, qui est beaucoup plus spécialisé, en fait, c'est-à-dire qui va capitaliser sur tous ces domaines, c'est-à-dire en fait l'IA, la robotique, tout ça, et même les nanomachines, en fait, la nanotechnologie, c'est la médecine médicale, en fait. Voilà. C'est-à-dire en fait, il y a un domaine très conservateur, extrêmement conservateur, qui n'a pas encore fait sa révolution numérique, c'est la médecine. La médecine n'a pas encore fait sa révolution numérique. C'est-à-dire qu'ils sont à force marché, c'est-à-dire qu'on force les médecins à utiliser la techno, mais la génération actuelle, c'est une génération un petit peu passée, donc il y aura certainement une nouvelle génération en fait, des nouveaux étudiants qui vont aller vers l'utilisation en fait, de ces technologies pour justement bénéficier et capitaliser de la médecine médicale en fait. C'est-à-dire qui se traduit par l'utilisation en fait, des sensors, de plateformes de monitoring, de plateformes de médecine en fait, préventive, prédictive, et comment dirais-je, et l'utilisation de nanomachines en fait, pour résoudre en fait, des problèmes médicaux, voilà, comme le traitement des cancers, etc. Vous voyez? Voilà, ça c'est un domaine de pointe en fait. C'est un domaine de pointe, d'un seul coup vous allez voir que ça va bouger. En fait, pour vous dire, nous habitons dans un multivers, en fait, c'est-à-dire au niveau de la conscience collective, au niveau de l'avancement technologique. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes à Tunis, il y a des gens en France, il y a des gens partout, aux États-Unis, tout ça, mais en fait, les gens sont à différents niveaux d'avancement technologique.
vous avez l'impression que vous utilisez les mêmes outils, les iPhones, n'importe quoi, mais en fait, il y a des gens qui sont à des années-lumière par rapport à ce que vous faites, mais qui existent, qui cohabitent avec vous, qui sont peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Lorsque j'ai parlé de la médecine médicale, par exemple, moi ça remonte en 2014 en fait, hein, pour vous dire qu'il y avait des startups américains qui travaillaient sur ça. C'est pas quelque chose en fait quelque chose de nouveau. En fait, j'ai travaillé sur des modèles prédictifs pour le traitement avec des cardiologues américains pour le traitement en fait il y a des patients en fait qui ont des problèmes cardiaques en fait, des problèmes de coagulation du sang en fait. Hein. Donc ils ont besoin en fait des médicaments qu'on appelle anticoagulants. Voilà, donc qui vont fluidifier le sang pour éviter l'accumulation des caillots sanguins, les AVC. Les AVC, etc. Voilà. Pour vous dire, en fait, à l'époque, hein, il y avait des gens aux États-Unis, en fait, qui voulaient, des cardiologues, hein, qui voulaient, en fait, utiliser, en fait, c'est-à-dire le machine learning, toutes ces méthodes, en fait, pour mieux surveiller leurs patients, en fait. Là, vous voyez, en fait, moi, les médecins qui sont extrêmement sollicités, etc., en fait, ils traitent que des urgences. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'utilise pas assez la technologie pour faire le monitoring du corps humain. En utilisant, en fait, c'est-à-dire cette nouvelle génération d'IoT, en fait, les capteurs, hein, les capteurs de glycémie, de la tension, ce que vous voulez, en fait, et grâce en fait aussi à des algorithmes qui vont détecter des seuils en fait ou même un dérapage en fait du corps ou des paramètres biologiques vers des zones un peu dangereuses en fait, hein, qui sont les zones de maladie. En fait, on aurait pu éviter beaucoup de choses en fait, hein. Et même les gens qui ont des AVC, des crises cardiaques, un truc comme ça, mais tout ça c'est parfaitement prédictible. Il y a des choses qui se passent dans le corps humain. Si nous arrivons à faire le monitoring en fait du corps humain de façon fine, on peut les éviter. On peut, vous voyez, c'est-à-dire toutes les maladies, toutes les ruptures ont toujours des signaux avant-coureurs. Lorsque vous avez quelqu'un en fait qui n'a pas de monitoring, ben, le corps est abandonné à son sort, il fait ce qu'il veut, etc. D'un seul coup, il y a un événement brutal. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, vers les années 2014, c'était la même chose. J'étais sollicité par une startup américaine. En fait, pour pouvoir faire le monitoring des patients, en fait, c'est-à-dire sur la consommation du anticoagulants, et surtout en fait pouvoir classifier les patients, c'est-à-dire quels sont les patients qui respectent les règles en fait de prise de médicaments, les patients en fait qui sont à la limite, etc., pour que le cardiologue puisse s'occuper davantage et éviter les crises en fait, éviter que les choses en fait aillent mal, quoi. Alors, moi j'ai évoqué en fait la médecine médicale. Je dis que c'est un domaine en fait qui a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de richesses d'ailleurs en fait dans ce domaine. Pourquoi? En fait, c'est pas par hasard avec la cybersécurité. Parce qu'on parle en fait de truffer le corps humain avec des capteurs, connecter les capteurs avec des plateformes. Là, ça peut mettre en fait en danger, en fait, c'est-à-dire la safety de l'être humain. Et là, c'est le sens de l'histoire. Je vous parle de l'essence de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de le faire, qui vont balayer. Vous allez voir en fait que le métier, et je l'ai toujours dit, le métier en fait de médecin va être transformé de façon radicale. C'est pas la personne qui va prescrire automatiquement des ordonnances, tout ça. De toute façon, les machines, je peux les choquer, elles font beaucoup mieux que lui. Même ChatGPT peut faire mieux qu'eux, d'accord? Mais eux, leur métier consiste plutôt à mieux accompagner le patient, mieux l'écouter, etc., etc. C'est beaucoup plus ça. Mais au niveau des technologies, vous voyez, donc là, ça va dans ce sens. En fait, de truffer le patient avec des machines de partout. Voilà, et vous voyez tous les risques cyber derrière. C'est-à-dire, en fait, le risque cyber, en fait, là je reviens à la cybersécurité, il fait que s'aggraver, en fait. Il va s'aggraver avec le temps. Et surtout, ce qui est dangereux, donc, il va toucher l'être humain. C'est-à-dire, si l'être humain va mettre des capteurs, etc., en fait, bien sûr, pour son bien, pour avoir une meilleure santé, en fait, il sera un objet en fait, d'attaque. En fait, hein. Donc l'IoT, voilà, ça c'est un domaine en fait cross-domain, ça s'appelle l'IoT. Vous connaissez l'IoT? Les capteurs de ça. Voilà. Donc, c'est quoi le bottom line? Le bottom line, je reviens à la cyber parce que notre objectif c'est de parler de cyber. J'aime bien vous convaincre en fait, d'investir massivement dans ce domaine. D'accord? Et que vous puissiez vous distinguer dans ce domaine.
Et d'ailleurs, en fait, pour votre bien, pour votre employabilité, et même pour, en fait, avoir de bons revenus. Voilà. Parce que, je ne sais pas, certainement, votre rêve ultime, j'imagine, c'est de partir en France, partir en Allemagne. Mais vous ne savez pas, en fait, ce que font les gens là-bas. Que font les gens là-bas? Les ingénieurs, là, entre guillemets, qui partent là-bas. Moi, tout ça, c'est pourquoi j'évoque ces exemples, pour vous motiver davantage pour investir, en fait. C'est-à-dire investir, faire mieux qu'eux. C'est-à-dire créer de la valeur. C'est avoir un profil LinkedIn, en fait, massivement employable, qui a de la valeur. D'accord? En fait, ce que font vos collègues, ou vos amis, ou vos proches, lorsqu'ils partent là-bas, ils font de la maintenance logicielle. Je vais vous choquer, en fait. Ils ne font pas du développement, ils font de la maintenance logicielle. Vous savez ce que ça veut dire la maintenance logicielle ou pas? Moi, par exemple, j'ai géré des grandes équipes qui font de la maintenance logicielle. Je suis légitime pour vous dire ce qu'ils font. J'ai managé des équipes qui le font. J'ai managé des équipes qui le font. C'est moi qui leur donne du travail pour leur dire fais ça. Donc, je suis légitime pour vous dire la vérité, vous dire ce qu'ils font, en fait. En fait, ce qu'ils font, tout simplement, c'est résoudre des bugs. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des infrastructures massives, des logiciels massifs, des FAT software, gros, ok, qui sont dans les banques, les compagnies d'assurance, qui sont partout. Et en fait, ces logiciels ont besoin de maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin de maintenance? C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel doit évoluer, il y a des bugs. Il faut résoudre des bugs. Il y a les gens qui veulent faire évoluer le soft, il faut faire quelques petites évolutions. Donc c'est quelques petits développements. Il y a soi-disant de nouvelles fonctionnalités, un nouveau écran, de nouveaux boutons, de nouveaux badges, etc., etc. Vous voyez ce qu'ils font ou pas? Est-ce que ça vous inspire en fait de travailler, c'est-à-dire en fait ces environnements, premièrement, qui sont mal payés, c'est-à-dire en fait contrairement aux apparences, c'est-à-dire parce que vous comparez en fait la convertibilité du dinar tunisien et l'euro, mais il faut voir que la vie là-bas, elle est extrêmement chère, extrêmement chère. Donc vous avez une chance ultime, vous êtes encore étudiant tout le monde, de pouvoir façonner votre trajectoire, ne pas faire comme eux, ne pas prendre leur trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire façonner votre trajectoire? C'est premièrement avoir un profil beaucoup plus value-added, c'est-à-dire qui apporte de la valeur que le profil lambda. Parce que dans le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine, comme je dis, en fait, il y a beaucoup de manque de skills, en fait, manque de compétences. C'est un domaine qui souffre, un domaine en grande tension, un domaine hyper stratégique pour les États. D'accord? Donc, par conséquent, c'est un domaine qui est mieux payé. C'est-à-dire c'est un domaine où il y a un manque de, comment dirais-je, en fait, de compétences. C'est souvent des domaines, en fait, qui sont mieux rémunérés. D'accord? L'autre chose, en fait, c'est un domaine international. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pouvez travailler aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, en fait. Vous n'êtes pas limité donc à aller en Europe avec tous les problèmes. En fait, moi je suis basé en France, en fait, donc je sais de quoi je parle, en fait. Je viens du terrain. En fait, c'est des pays en fait vieillissants. Ils n'ont plus de main d'œuvre. D'accord? Donc ils ont besoin de main d'œuvre. Ils ont besoin de vous. Donc c'est très facile pour vous d'aller là-bas. Mais pourquoi faire? Ils ont besoin de vous, en fait, c'est-à-dire si vous avez la dimension IT, pour maintenir en conditions opérationnelles ces gros mastodontes logiciels. C'est ça votre job, en fait. Vos amis là-bas, ils vont dire oui, je développe machin, c'est des mensonges. Ils ne développent pas. Ils développent des petits trucs. Mais dans le cadre, en fait, ce qu'on appelle la maintenance. Ils ne développent pas de trucs from scratch. Voilà, de grands systèmes logiciels. Voilà. Et surtout, en fait, l'Europe, l'autre chose, en fait, elle est complètement larguée, dépassée sur le développement logiciel. Parce que le développement logiciel, en fait, c'est un art. Parce que il faut faire la différence entre développeur et développement logiciel. C'est pas la même chose. Développeur du code, développement logiciel, c'est un artiste. Et généralement, en fait, les gens qui font développement logiciel, ça veut dire qu'ils sont dans des pays où il y a une industrie logicielle. Quel est l'endroit du monde où il y a une industrie logicielle? Je pose la question.
une industrie logicielle qui produit des logiciels. Quel est le pays qui produit les logiciels? Une industrie logicielle. Les États-Unis. C'est les US, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai travaillé 12 ans avec Sun Microsystems. Je sais ce que ça veut dire, la Silicon Valley. J'ai travaillé à Palo Alto, Mountain View. Là, il y a une vraie industrie logicielle. Et les gens, ils croyaient qu'ils peuvent être développeurs, c'est faire du logiciel. Non. Développeur, ça ne veut pas dire développeur en code, en avons une syntaxe, ça ne veut pas dire être un artiste en fait de développement logiciel. Parce que faire du développement logiciel dans le cadre d'un éditeur, c'est un métier extrêmement rigoureux, avec ses propres méthodes de travail, avec ses propres règles d'industrialisation. En fait, je vais vous surprendre, les gens en fait, qui sont en Europe, c'est-à-dire l'Europe de façon générale, l'Allemagne, voilà, en fait c'est des amateurs en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont en Europe? Il n'y a pas d'industrie logicielle en Europe, il n'y a pas d'éditeurs logiciels, il y a des petits trucs, des petits éditeurs à droite et à gauche, mais ils sont tout petits, d'accord? En fait, il y a une seule exception, voilà, en France, on a un grand éditeur logiciel, mais c'est une exception. Une exception. Bon, cette exception, en fait, il s'appelle Dassault Systèmes. En fait, c'est un champion de la simulation numérique. Voilà, Digital Twin. Eux, c'est un champion. Hein. Eux, ils font 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eux, ils équipent Boeing, ils équipent Airbus, etc. Ça, c'est les champions. Mais bon, c'est-à-dire Dassault Systèmes, bon, c'est une boîte, il y a 2500 ingénieurs. Vous voyez, c'est-à-dire pour rentrer chez eux, voilà, donc il faut aimer la simulation numérique, etc. etc. Mais si vous voyez en fait dans l'écosystème français ou allemand, il y a très très peu d'éditeurs logiciels. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette immigration massive des gens qui vont en France? En fait, c'est le métier de la maintenance parce qu'il y a des clients et des sociétés de services en fait. L'informatique en France, je la résume, il y a les clients, les banques en fait, hein, les banques, les assurances, il y a tout. Le gouvernement aussi, voilà, exactement. Ils ont des systèmes de partout. Et vous avez ce qu'on appelle les sociétés de services informatiques. Vous connaissez les sociétés de services informatiques? Ils ont une valeur zéro. C'est-à-dire qu'ils vont vous placer, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vous payer un salaire, ils vont facturer les clients, puis ils calculent la marge, ils la mettent dans leur poche, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, là, je vois le BI et tout ça, mais certainement, moi, je connais plusieurs sociétés de BI qui vont vous approcher. Et qui vont vous dire, vous déroulez le tapis rouge, allez-y, vous avez un contrat à Paris, etc. etc. C'est trop facile en fait. C'est ça le bottom line en fait. À la limite, pour vous, c'est trop facile d'aller là-bas. Donc, maintenant, le message important que j'aime bien vous communiquer, donc investissez dans votre formation sur des choses de valeur en fait, des choses où vous allez monter en puissance. Des choses un peu difficiles. Il faut investir dans les choses difficiles, pas les choses faciles en fait. Hein. Bon, je ne veux pas casser le BI, parce que je vois le BI devant moi. Ok, je connais très bien. D'accord? Bon, faire des coups de tableau, Power BI, faire des dessins, des dashboards, tout ça. Je suis désolé. Entre nous, ce n'est pas le métier d'ingénieur en fait. C'est un métier. Je prends en fait des gens, je les forme un petit peu, ils peuvent produire des tableaux, des bulles, des trucs dans tous les sens, faire des Excel, tout ça. C'est-à-dire que c'est pas ambitieux en fait, hein. Vous voyez? Donc voilà, donc moi je me dis en fait d'investir massivement dans ces domaines de pointe que je suis en train d'indiquer. Et je pense pour vous en fait le domaine le plus proche, en fait, il est à portée de main, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un investissement extrêmement élevé. Par exemple, en robotique, il faut investir. La robotique, vous connaissez la robotique, il faut connaître des frameworks spécifiques. La robotique, c'est un monde. Vous voyez, moi, j'ai fait pas mal de robotique dans le cas du navire, en fait, du bateau, en fait, sans pilote, hein, c'est de la robotique. Mais même moi, j'étais amené à apprendre en fait la robotique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des frameworks spécifiques, il faut les connaître, les installer, les jouer avec, etc., etc.
Il y a une philosophie, comment faire marcher le robot, le path planning, local planning, global planning. Il y a des algorithmes spécifiques en fait. Voilà. Il y a l'IA, il faut investir aussi. Pour être dans l'IA de pointe, il faut investir. Mais le truc, mais en fait, le domaine où votre investissement peut être extrêmement efficace, c'est la cybersécurité. Parce qu'en fait, ça, surtout lorsque je vous indique, mon objectif c'est un fast track en fait, un fast track pour approcher en fait ce domaine. Et avec les objectifs qu'on va en fait avoir, donc vous allez, comment dirais-je, en fait, atterrir sur un truc tangible, un truc en fait concret. Alors, moi, donc je travaille de façon générale, maintenant je vais attaquer la cyber. Est-ce que vous avez des questions générales? Donc n'hésitez pas donc, à me challenger. Voilà, si vous avez des interrogations, des questions générales en fait. Ce qu'il faut retenir, la cyber c'est un axe transverse, c'est un axe en fait en plein take-off, plein décollage, et c'est un axe qui devient de plus en plus important avec la digitalisation massive de l'économie et surtout la digitalisation massive en fait de l'être humain. Ça devient en fait un truc en jeu de safety en fait. C'est la safety qui voilà. Vous voyez, est-ce que vous, de façon générale, est-ce que vous voyez la différence entre sécurité et safety? Qui veut dire quelle est la différence entre safety et sécurité? En apparence, c'est presque la même chose, mais la safety. Comment? Survie. Oui, la safety, en fait, voilà, je l'ai déjà décrit, en fait, c'est un terme que vous allez entendre tout le temps. La safety des voitures. D'ailleurs, en fait, en aéronautique, en aviation, on parle beaucoup de safety. Vous voyez, en fait, la safety. D'accord? En fait, la safety, c'est le domaine, en fait, qui permet, ou les techniques, en fait, si vous voulez, la protection de l'être humain des machines, en fait. Comment protéger l'être humain des machines? C'est ça, la safety. Parce que les machines peuvent faire un comportement malsain, c'est-à-dire volontaire ou involontaire. Involontaire parce qu'elles sont buggées. Imaginez par exemple en fait une pompe d'insuline. Là, bientôt le diabète va disparaître. As a matter of fact, ce ne sera plus une maladie en fait. Si c'est une maladie, mais elle sera masquée par des machines. Voilà, c'est un domaine aussi que je connais bien. Ma fille est diabétique type 1. Je connais très bien. Très très bien. Ok? Elle a eu son diabète à 12 ans en fait. Donc elle est, et c'était assez brutal en fait. C'est-à-dire le pancréas a fini d'injecter de l'insuline dans le corps. Donc le taux de sucre en fait montait de façon voilà, incontrôlée, tout ça. Voilà. Donc en fait déjà, voilà, elle a deux techniques fondamentales. Elle fait du monitoring temps réel. C'est quoi le monitoring temps réel? C'est-à-dire elle a un capteur, un petit truc, une petite puce comme ça. Ce temps réel connecté à son smartphone, elle voit la courbe en fait en temps réel. C'est-à-dire, on suppose, elle va prendre un gâteau, un truc comme ça, elle va voir en temps réel, real time, ce qui se passe. Donc, elle peut agir. C'est quoi agir? C'est-à-dire injecter de l'insuline. Bon, pour le moment, elle injecte de façon manuelle. C'est-à-dire, elle a des stylos, bon, elle s'injecte. Il n'y a pas de souci. Mais, elle est encore petite. Mais il y a des techniques, en fait, qui existent, en fait, où elle peut piloter une pompe. Une pompe, en fait, c'est un petit truc. En fait, qui contient, c'est de l'électronique, en fait, l'informatique électronique, qui contient un petit réservoir d'insuline. Donc, en fait, on suppose que le capteur lui indique qu'elle commence à déraper, hein, c'est-à-dire elle commence à monter 2,5, parce que le truc normal, en fait, c'est 1. 0,90, 1. C'est les gens normaux. Ok? Lorsque ça commence à aller vers 2,5 ou un truc comme ça, il faut qu'elle agisse. Elle contrôle très très bien son diabète. Elle agit vite, c'est-à-dire elle mesure. Pourquoi? Parce qu'elle a des équipements électroniques pour le faire. Elle a le capteur, elle a le téléphone. Il est tout petit le capteur, là, je vous assure, hein, le capteur, sa dimension, il a une nouvelle génération de capteurs, sa dimension c'est diamètre 1 cm. Et peut-être bientôt, ça va être de plus en plus, en fait c'est une sorte d'aiguille voilà, qui se met, et une puce électronique bon, qui travaille avec la sonde en fait pour mesurer en fait, la glycémie, d'accord? Alors, la pompe. La pompe, en fait, ils existent ces pompes. Les pompes, en fait, avec les réservoirs, donc de petits trucs, en fait, on peut les télécommander pour injecter des doses, en fait, ce qu'on appelle les doses. Okay. Mais, en fait, avec la fiabilité croissante en fait, des pompes, ils seront complètement autonomes. C'est-à-dire le pompe va remplacer le pancréas. C'est-à-dire c'est elle qui va
injectées automatiquement. Voilà, vous voyez, il y a un gros problème de safety là, la safety. C'est-à-dire en fait, c'est une machine qui gère un paramètre extrêmement critique quand même du corps humain, c'est la régulation du sucre. C'est-à-dire si la machine en fait un gros dosage, je sais pas, elle est buggée, ça peut complètement écrouler la personne parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, les diabétiques ont ce qu'on appelle l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Ma fille, parfois, elle a des hypos. En fait, donc, elle doit jongler, elle doit régler de façon manuelle, en fait, son taux. Mais elle a la technologie, hein, il y a la technologie, en fait, des pompes. Elle est encore petite, mais elle va le faire à un certain moment. Donc, en fait, là, nous sommes face à un enjeu de safety, en fait. Hein. Et même, vous voyez, tous les médicaments d'hypertension, tous les médicaments machin, c'est ça l'avenir. En fait, ils seront des capteurs avec des réservoirs de produits chimiques qui injectent en fait automatiquement ces trucs-là. Et vous allez voir que le corps va être équilibré en fait grâce à cette infrastructure en fait des capteurs, une infrastructure IoT. Mais vous voyez le prix à payer. Le prix à payer, c'est la safety. Et oui, la safety. Par exemple, il y a un domaine qui est extrêmement sensible à la safety. J'ai parlé de l'aéronautique, les avions. Tiens, les avions. Est-ce que vous savez que les avions, c'est des systèmes d'information volants? En fait, les avions, c'est des systèmes IT volants. Vous le savez ou pas? Moi, j'ai travaillé avec Airbus. Voilà, j'étais dans l'équipe des essais en vol à une certaine époque, en fait. Lorsque vous voyez un grand appareil comme un 330, machin, etc., parce que je travaillais dans l'essai en vol, hein, c'est-à-dire chez les constructeurs, en fait. Moi, je descends dans la soute avionique, c'est un centre de calcul. Je vous assure, hein, un centre de calcul, avec des racks, avec des machines, etc., c'est un centre de calcul, en fait. Donc, en fait, de toute façon, l'aéronautique, ils ont travaillé sur la safety, c'est-à-dire, imaginons, voilà, pour certaines raisons, une partie en fait, de l'aile qui ne peut pas être pilotée par un ordinateur défectueux. D'ailleurs, en fait, c'est les ordinateurs qui pilotent. Hein. Le pilote, lui, il donne les instructions avec un joystick. Le joystick, il émet un signal électrique, numérique, qui est interprété par des ordinateurs. C'est les ordinateurs, après, qui agissent directement sur la dynamique de l'aile, sur les moteurs, etc. etc. Donc, vous voyez, en fait, il y a des techniques extrêmement avancées qui étaient implémentées qui sont très fiables. En fait, les Airbus, c'est des machines volantes, mais extrêmement fiables. Mais si vous voyez dans vos têtes qui pilote l'avion, en fait, c'est terrifiant. Moi, je vois qui pilote l'avion, c'est les softs, en fait, c'est les ordinateurs, des softs, ce sont eux qui font le travail. Et d'ailleurs, en fait, imaginez si ces softs en fait, réagissent mal. C'est déjà arrivé avec le MAX, en fait, le Boeing 737 MAX. En fait, ils peuvent provoquer des accidents. C'est le soft qui provoque les accidents. C'est pas le pilote, en fait. Voilà. Donc, pourquoi j'ai évoqué la safety et la sécurité. La safety, c'est la protection de l'être humain contre les machines. Les machines, elles peuvent être malveillantes, c'est-à-dire programmées de façon malveillante avec les hackers. Mais les machines peuvent avoir des bugs aussi, les bugs logiciels. Donc en aéronautique, par exemple, avec Airbus, c'est beaucoup plus les bugs, en fait, les défaillances électroniques, les défaillances logicielles. Vous voyez le truc? Donc par exemple, eux, ils font de la redondance partout, ils font des techniques, mais vraiment de fou, hein, pour que ça soit extrêmement fiable et pour que même les pilotes ne se rendent pas compte qu'un ordinateur est tombé en panne. C'est-à-dire les ordinateurs en plein vol, ça tombe en panne. Voilà. Donc il y a la safety en fait, qui va devenir un truc fondamental. Et les hackers, en fait, justement, ils peuvent manipuler ces machines, ces capteurs, en fait, et compromettre la safety de la personne. La safety dans les voitures, par exemple, ça va devenir de plus en plus critique, les voitures. Pourquoi? Parce que, en fait, les voitures deviennent de plus en plus intelligentes, automatisées, etc., etc. Rien n'empêche un virus ou un malware qui se glisse dans tout ça. Ce n'est pas de la science-fiction ce que je vous dis, c'est la réalité. Surtout, en fait, notre monde est, franchement, est bourré de logiciels. Nous sommes bourrés de logiciels. Et lorsqu'on parle, en fait, de logiciels, de routeurs, de firewall, etc., on parle de bugs, on parle de failles. En fait, ce qui est terrifiant, les failles sont partout. Ils sont contre nous, ils sont partout, les failles. Il faut être conscient. C'est pour lequel, en fait, je vous sensibilise, en fait, sur l'importance de ce métier. Parce que les failles sont là. Et il y a des failles, en fait, qui sont intrinsèques dans l'architecture de vos machines, en fait.
les ordinateurs, c'est-à-dire moi, on a un 12 Pro Max ou 14 Pro Max, en fait, c'est un serveur. Parce que vos iPhones, vos Android, vous savez que vous avez des serveurs, vous avez des serveurs en fait. Vous voyez, ça c'est un serveur. En fait. Moi, je le considère comme un serveur. C'est pas un téléphone en fait. Bon, la fonction téléphone, c'est une fonction parmi d'autres, mais c'est un serveur informatique. Il est multitâche, il a un système Unix en fait qui le fait tourner. Vous savez ou pas? Déjà, en fait, vos téléphones, c'est des systèmes informatiques en fait très complexes. Très complexes. Voilà. Donc, en fait, j'ai parlé des véhicules. Les véhicules, en fait, donc là, ils seront attaqués. En fait, c'est-à-dire, je sais pas, un hacker, il peut vous mettre en fait à fond l'accélérateur, ou je sais pas quoi, ou utiliser un bug en fait du système de freinage. La voiture ne freine pas. Bah oui. Là, en fait, à nouveau, c'est pas de la science-fiction. Je parlais de la médecine médicale, en fait, c'est-à-dire les gens truffés de capteurs. Ça sera le cas d'ailleurs. Ça sera le cas. La bonne nouvelle, ça va augmenter, ça va mieux protéger les gens contre les maladies. Ça va encore mieux gérer les maladies. Ça va complètement transformer. Et vous allez voir. Vous allez voir en fait ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, ce que je suis en train de dire maintenant, il se passe aux États-Unis. Vous ne le savez pas. Peut-être que c'est un peu cher, peut-être que les capteurs coûtent cher, etc. De toute façon, avec mon expérience sur les capteurs médicaux, c'est vrai que les capteurs coûtent cher à un certain moment. Un capteur, je ne sais pas, par exemple, pour l'insuline, pour la glycémie, ça coûte 70 € au début. Bon. Mais là, ça chute, parce qu'en fait, il y a l'effet de masse. Parce qu'en fait, malheureusement, en fait, pour tout le monde, disons, en fait, 30% de la population sont presque diabétiques, en fait. Hein. Vous le savez ou pas? Ils ne le savent pas. Il y a les diabétiques, en fait, déclarés, et les pré-diabétiques qui ne le savent pas. Il y a des gens qui sont hypertendus aussi, avec l'hypertension, qui ne le savent pas. Je prends la population utilisée, on peut mettre à 40%, 30% des hypertendus, ils ne le savent pas. Vous voyez? Donc en fait, the bottom line, c'est quoi? C'est-à-dire l'importance de ces IoT, en fait, dans l'avenir proche, qui vont être déployés de façon massive, qui vont équiper les patients, les trucs, qui vont améliorer la vie. Il n'y aura plus, en fait, des crises cardiaques, mais vraiment franches, brutales. Je vous assure. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est des événements que les capteurs vont voir, que les algorithmes vont voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et que les machines actives, en fait, là je parlais de la glycémie, l'hypertension, tout ça, ils vont doser, ils vont avoir une alchimie, c'est-à-dire la partie biochimie, en fait, du corps, biophysique, biochimie du corps, en fait, équilibrée avec les machines. Donc les machines, ce n'est pas uniquement les serveurs informatiques. Ce n'est pas les firewalls. Les machines, c'est ça. Les machines, c'est les capteurs. Les machines, c'est tout. Et surtout, en fait, derrière les machines, vous avez des logiciels. Et les logiciels, en fait, sont potentiellement buggés. Même un logiciel, il est bien fait, je vous assure qu'il est buggé, même s'il est bien fait. Moi, j'ouvre la petite anecdote, en fait, parce que je travaillais chez ça, je travaillais un leader d'ingénierie logicielle. Hein. C'est vraiment les champions de la Silicon Valley. Et encore, c'est-à-dire, nous, on les a incités à l'époque d'écrire le moins de lignes de code possible. Le management, il dit parce qu'il faut écrire moins de code. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque ligne de code, ça coûte. Ça coûte, c'est-à-dire qu'en maintenant, ça coûte en bug. Et là, avec la médiocrité généralisée des programmeurs, ce qui aggrave la situation, vous voyez, c'est quoi? C'est le manque de rigueur des développeurs, tout ça. C'est-à-dire n'importe quel développeur, il va mettre son empreinte sur le code, il va induire de nouveaux bugs, il va induire des problèmes cyber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va faire la plurification massive des bugs et des attaques cyber. C'est-à-dire, c'est de partout. Moi, je me rappelle, même avec des compagnies qui sont à la pointe de la technologie, ils ne sont pas à l'abri de bugs, en fait, de dernière minute. J'étais dans un projet, voilà, on travaille depuis longtemps, voilà, il est testé, voilà, tout va bien, on a fait des tests automatisés, non-régression, machin. Après, ce que nous avons fait, au dernier moment, nous avons enlevé des flags de compilation, en fait, hein, parce qu'on utilisait le compilateur C à l'époque. Et il y a des flags en fait, de compilation pour mettre le soft en mode debug. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des tests pour les développeurs, c'est beaucoup mieux, lorsqu'un testeur reporte un bug, de mettre des flags de debug. Donc, on générait un soft en mode debug pour nous faciliter la vie, pour avoir plus de traces, etc. Et en fait, le jour avant la livraison, en fait, ce qu'on appelle for customer shipping, en fait, hein, nous avons enlevé le flag de compilation.
Et nous avons lancé le soft il plante. Donc c'est incroyable, non? C'est incroyable. Je vous assure, moi, c'est un exemple en fait qui est resté dans ma tête. Parce que c'est resté gravé, parce qu'on est entré dans une cellule de crise, parce qu'en fait, le jour J, le truc il marchait. Après, on a enlevé un petit flag de compilation. Rien du tout. On n'a pas changé de code. Donc en fait, le truc ne marchait plus. En fait, il plantait. Tout ça pour vous montrer. Bon, il plantait parce qu'il y a des bugs en fait cachés. Il y a ce qu'on appelle. Bon, ça sans laquelle je vous incite à faire la vraie informatique, être computer scientist, comprendre comment marchent les machines. En fait, parce que les programmes informatiques, ils peuvent faire de temps en temps ce qu'on appelle écrasement mémoire. En fait, alors ce que je veux dire par ça, les gens qui programment, on déclare des variables. Parfois, il y a des variables qui ne sont pas initialisées correctement, ou parfois, lorsqu'on copie une partie d'un tableau vers un autre. Parfois, lorsque les tableaux n'ont pas la même dimension ou vérifient pas la dimension, on fait ce qu'on appelle écrasement mémoire. Et les écrasements mémoire, les compilateurs ne les détectent pas. Ils ne détectent pas ça. Et même l'exécution, ça marche très bien. Mais un jour, voilà, le bug se manifeste, etc. Parce qu'en fait, cette mémoire qui a été écrasée a été utilisée par une autre variable. En fait, hein. Bon, voilà. Là, j'entre en fait, dans les détails de la façon comment le compilateur marche, comment la machine virtuelle marche, la mémoire virtuelle, virtual memory marche, etc. Bon, voilà, c'est trop technique, en fait. La moralité, c'est quoi la moralité? La moralité, en fait, ces softs sont extrêmement instables. Le soft que vous voyez, c'est très instable. Moi, je vois des bugs de partout dans les softs. Hein. Il y a des bugs. Surtout, en fait, dans la production de ce logiciel, comme je dis, c'est aggravé par la médiocrité des développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus des gens qui touchent le code, ils ne sont pas bons, en fait. Ils ne sont pas faits pour... Ils ne sont pas rigoureux. Donc, ils injectent des bugs. Après, il y a le cumul, en fait, des bugs, etc., etc., etc. À un certain moment, le truc explose. Le truc tombe. Et ça, c'est le paradis des hackers, en fait. Vous voyez, les hackers, en fait, pour vous dire, en fait, grâce à des failles, ils sont capables, en fait, d'injecter des malwares. Ça, c'est le hacker, en fait, c'est-à-dire de pointe. Des malwares, en fait, c'est-à-dire pour écraser une partie de votre programme et prendre le contrôle de votre programme. Voilà. Donc, comme je dis, ce n'est pas de la science-fiction. Ça, c'est vraiment des trucs, en fait, qui sont déjà utilisés, en fait, c'est-à-dire dans la nature. Voilà. Donc, moi, je dis, ce qui fait les enjeux cyber, premièrement, le problème de safety croissante avec les machines. Le deuxième, en fait, enjeu cyber, en fait, c'est-à-dire, c'est le déploiement massif, en fait, des logiciels et la transformation digitale massive. Transformation de n'importe quelle entité à un site web, n'importe quelle entité, on peut faire du self-care, on peut remplir des dossiers à distance, etc., etc. Donc, ça fait des failles cyber vraiment, en fait, donc impressionnantes. Est-ce que vous voyez, donc voilà, donc là c'est vraiment les motivations pour vous dire en fait que l'enjeu cyber, c'est un enjeu de plus en plus critique. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse technique. En fait, les ordinateurs, les machines comme ce téléphone, comme ce PC, comme etc., etc. Est-ce que vous voyez, ils ont été conçus avec une architecture qui date depuis 1948. Alors, c'est quoi l'architecture des machines? Même les capteurs, je parlais des capteurs, des glycémies, c'est toujours la même architecture. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann? En fait, l'architecture de von Neumann, en fait, c'est-à-dire tous les ordinateurs, toutes les unités de traitement automatique d'information, ils sont conçus avec ce modèle de von Neumann. Von Neumann, en fait, c'est un computer scientist américain. En fait, c'est lui qui a mis en place l'architecture de la première machine automatisée. Je vous rappelle quelque chose, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'on parle d'informatique, c'est quoi informatique? Informatique, c'est le traitement automatisé de l'information. C'est ça l'informatique. Informatique, c'est le domaine de traitement automatisé. Donc, M. von Neumann a fait la première architecture, en fait, de l'ordinateur, en fait, de la machine. Donc, il a imaginé qu'une machine, je la simplifie, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une unité centrale qu'on appelle la CPU, Central Processing Unit. Il a imaginé qu'il y a un truc qui s'appelle la mémoire, en fait la RAM, comme vous appelez. Puis il y a des périphériques de stockage, en fait, de disques, etc., etc. Après, en fait, au niveau des CPU,
en fait, les CPU en fait, ont un développement fulgurant. Parce que vous savez en fait que la puissance des CPU avance beaucoup plus vite que la vitesse d'accès à la mémoire. Il y a toujours un gap entre... En fait, les trois technologies opèrent de façon, comment dirais-je, parallèle, mais ils n'ont pas les mêmes performances. C'est-à-dire que les gens qui font les CPU arrivent à miniaturiser davantage, à aller beaucoup plus vite. Les gens, en fait, c'est-à-dire qui font les mémoires, donc ne vont pas à la même vitesse en fait, d'amélioration comme les gens qui font les CPU. Les gens qui font le stockage sont encore beaucoup plus lents. Donc en fait, vous voyez la hiérarchie au niveau du machine, c'est-à-dire la CPU extrêmement rapide, la mémoire moins rapide, le stockage de masse moins rapide, le réseau moins rapide, etc. En fait, ce qui crée ce qu'on appelle des architectures de cascade de cache, en fait. Le cache. Est-ce que vous connaissez le cache de processeur? Voilà. Un processeur, en fait, vous avez l'unité centrale, mais elle va tellement vite, l'unité centrale, lorsqu'elle essaie de balancer ses résultats à la mémoire, elle dort par rapport à la vitesse de la CPU. C'est-à-dire la mémoire, elle répond pas vite, même si elle est rapide, mais voilà, la CPU cadence à une vitesse tellement vite, en fait. Donc en fait, ils sont amenés à mettre des caches, cache level 1, cache level 2, cache level 3, l'agent l'architecture des machines, en fait. Bon, the bottom line, c'est quoi, en fait? Je ne veux pas entrer davantage dans ces détails. The bottom line, il y a des grosses failles cyber dans l'architecture de von Neumann. Il y a des failles dans l'architecture, c'est pire. Ça, c'est pire. Il y a des failles dans l'architecture, c'est-à-dire l'architecture n'est pas bonne, en fait. L'architecture, en fait, qui a fait ses preuves depuis 1948 jusqu'à maintenant, elle a des failles, en fait, que personne ne peut résoudre. Personne. D'accord? Et, en fait, en fait, comment j'ai su en fait, que le truc, comment dirais-je, il est d'actualité? Vous voyez, de temps en temps, il faut faire très attention aux informations. Vous avez une information qui sort. Après, elle disparaît. On n'en parle plus. Il y a quelque chose. D'accord. En fait, concernant, et là, en fait, il y a eu des attaques cyber en utilisant la faille de l'architecture de von Neumann. Donc, ça veut dire que même avec tout l'arsenal de protection que je vous expliquais, la gouvernance, etc., de toute façon, en fait, les trucs sont attaquables. Bien sûr, il faut être extrêmement pointu, mais potentiellement, c'est attaquable, en fait. C'est-à-dire, avec toutes les protections, c'est pas possible. Vous avez la meilleure armée du monde cyber, vous êtes attaqué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, ce qu'on appelle la résilience. On en parlera, en fait, de la résilience. Ok? Donc, en fait, en 2017, fin 2017, en fait, moi, je vous conseille, en fait, point de vue lecture, tout ça, voilà, je vous donne des recommandations, en fait, voilà. Il y a des bonnes sources d'informations, des bons journaux, des journaux qui ont une très bonne réputation. D'ailleurs, malheureusement, il reste que quelques références qui donnent de l'information. Mais sinon, vous êtes noyé dans le fake news, vous êtes noyé en fait dans la médiocrité des nouvelles, etc., etc. Mais il y a quelques sources, en fait, de bonnes sources, en fait, des journaux sérieux. Alors, le journal sérieux, en fait, moi je retiens trois. En fait, bon, il y a le journal britannique, le Financial Times, il y a le Wall Street Journal, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est très très sérieux, c'est des informations authentiques, validées, vérifiées, etc. Il y a le New York Times. Moi, j'ai lu l'information en fait du Wall Street Journal à l'époque. On ne parle pas des presses françaises ou européennes, ils sont complètement largués. Ils ne parlent pas de ça parce qu'ils sont dépassés. Le Wall Street Journal, en fait, il parlait d'une vente massive du PDG d'Intel. Il a vendu beaucoup de stock options, d'actions. Mais quel rapport avec la technologie? En fait, le rapport, c'est que l'article, en fait, il pointait comme quoi il y a des attaques cyber, en fait, sur cette architecture de von Neumann. Et Intel, en fait, c'est le fabricant de processeurs. Alors, qui utilise en fait ces failles? Ah oui, les gens qui utilisent les failles, en fait, c'est la NSA, National Security Agency, c'est les Américains, les agents de renseignement, en fait. Voilà. Et en fait, l'article, il mentionne la NSA. Et je vous assure, en fait, 2 jours, 3 jours plus tard, on n'entend plus parler de ça. C'est-à-dire, en fait, il y a un article qui parle, voilà, qui donne des arguments, avec des bonnes sources, ça. Après, on n'en parle plus de ça. En fait, c'est-à-dire, pourquoi on en parle plus de ça? Pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que si on va changer l'architecture de von Neumann, imaginez, c'est-à-dire qu'on va changer toutes les machines, on va faire des changements profonds dans le niveau de l'industrie. Et surtout, il y a
des agences en fait qu'ils aiment bien continuer à travailler dans le silence en fait, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier de ces trucs en fait, c'est-à-dire en fait c'est pas. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser? Là, je suis allé dans les généralités, je vais rentrer plus spécifiquement dans le métier cyber, plus spécifiquement en fait dans ce que nous allons faire. Est-ce que vous êtes... Moi, franchement, j'aime bien que vous me challengez. Moi ce que j'aime bien, c'est j'aime bien l'esprit critique. Il ne faut jamais prendre en fait une information comme ça, en fait. Bon. Moi, je suis légitime dans mon domaine, c'est-à-dire tout ce que je dis, c'est the truth. Ok? Mais j'aime bien que les gens challengent, de dire, voilà, ils posent des questions, comment ci, comment ça, etc. Et surtout, en fait, capitaliser, pour vous, c'est une chance de pouvoir capitaliser sur mes skills où je peux vous offrir ces skills. Voilà. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire, en fait, moi, je suis très, très orienté depuis longtemps sur l'enseignement. C'est pas mon métier principal. Mon métier principal, c'est CTO, Chief Technology Officer. C'est-à-dire que je gère des équipes, je suis architecte en fait, de produits, des solutions, etc. Mais en fait, j'ai cette caractéristique de donner. C'est-à-dire bon, je suis en face d'une audience jeune. Moi, j'aime bien que vous faites des belles choses et que vous faites des choses extraordinaires, exceptionnelles, outstanding. Et profitez de l'occasion. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui vient vous voir pour vous montrer le chemin pour faire des trucs outstanding, exploitez cette route, en fait, pour optimiser votre chemin professionnel, pour vous dire, voilà, ça marche, ça marche moins bien, etc. etc. Vas-y. Bon, quel est votre avis du DevSecOps? Le domaine du DevSecOps. DevSecOps. Voilà. En fait, DevSecOps, en fait, il entre. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire DevSecOps? Tu peux te présenter, Enis. l'ITB. Première année, Enis. Enis, toi, tu développes petit Ingénieur DevOps avec une société allemande. Ah d'accord, ok. En fait, bon, je vais répondre à la question de DevSecOps. En fait, si vous voulez, nous sommes pleins dans le domaine de la cyber, en fait. Alors, la cyber, voilà, de quoi il s'agit? Il y a 5 piliers, en fait. Il faut que vous appreniez par cœur. De toute façon, en fait, vous avez ça dans les slides. Moi, j'aime bien être égalitaire avec vos collègues. Ça veut dire que je n'ai pas amené des slides pour revenir voir tout le monde avec des slides où l'information est partagée. Il ne faut pas créer d'inégalité entre les gens. Mais là, je profite de ma présence pour répondre au truc. En fait, dans la cyber, lorsque vous avez... La cyber, vous êtes dans la partie défense, en fait. Positionnez-vous dans la partie défense. C'est-à-dire qu'il y a la partie attaque, la partie défense. Vous êtes dans une armée de défense, en fait. La cybersécurité, c'est construire une armée de défense. L'armée de défense, elle a des hiérarchies, elle a des générales, elle a des colonels, elle a tout. Voilà. En fait, à quoi sert l'armée de défense? Premièrement, l'armée de défense, en fait, dans une infrastructure digitale, en fait, la première chose de l'infrastructure digitale, en fait, c'est un truc assez flou, assez... On ne voit pas le digital, on ne voit pas le soft. Vous êtes d'accord? On ne voit pas ce qui se passe dans les machines. Vous comprenez ou pas? Donc la première chose, c'est identify, c'est faire l'asset management. Je vais répondre à ta question, en fait. Là, premièrement, en fait, lorsque vous êtes dans une infrastructure et vous dire, voilà, on va faire une armée de défense, ben, il faut identifier les assets à protéger, à identify, c'est-à-dire identifier. Ça, c'est le premier travail. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement, une société que vous ne connaissez pas, une IT que vous ne connaissez pas. La première chose, bon, le CEO, il a dit, je veux faire une armée de défense. Bon, défendre quoi? Il faut identifier les assets. D'accord? Après, le deuxième pilier de la cyber, protect. Une fois nous avons identifié les assets, c'est mettre en fait des protections, des moyens de protection, protect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire protect? C'est protéger. Protéger à travers... La protection peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre en fait la forme, comment dirais-je, de mettre des anti-malware. Bon, après, je vais vous enseigner quelle est la nouvelle génération des antivirus. Ce n'est pas les antivirus. Antivirus, c'est has-been. Vous savez ou pas? C'est le passé, antivirus. Vous allez voir quelle est la différence entre antivirus et ce qu'on appelle EDR. Donc,
Là, j'anticipe un petit peu. EDR, c'est Endpoint Protection and Detection. Il fait aura partie des slides en fait. Hein. EDR. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire EDR? EDR. EDR, c'est des logiciels en fait qui sont la nouvelle génération des antivirus. D'accord? Voilà, EDR c'est Endpoint EDR, Endpoint Detection and Response. Ok? Mais de toute façon, en fait, nous verrons tout ça en fait. Hein. Ok? Donc les EDR. Voilà, donc la protection elle peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire mettre les anti-malware. En fait, la protection aussi, c'est faire ce qu'on appelle une authentification forte. Authentification forte, en fait, des gens qui vont accéder à l'infrastructure hein, avec des mots de passe, des logins biométriques, avec ce qu'on appelle authentification forte avec le téléphone. Multiple Factor Authentication, MFA. Voilà, c'est-à-dire que la protection, elle peut prendre plusieurs trucs. Il y a déjà, en fait, dans la protection, tout un arsenal d'outils qu'on verra. Okay? Donc, identify, protect, le métier de l'armée, c'est identifier les assets à protéger. Protéger. Le troisième truc, c'est detect. Alors, en fait, dans la philosophie cyber, nous sommes résilients. Il y a la résilience, c'est-à-dire les protections absolues, ça n'existe pas. Même vous faites les meilleures protections du monde, de toute façon, en fait, vous n'êtes pas protégé à 100%. Est-ce que vous savez ça ou pas? Voilà. Il faut se mettre ça dans l'esprit. Comme je dis, les machines, c'est von Neumann. Von Neumann, moi je dis, il y a des failles. Hein. Voilà. Vous creusez, etc. Il y a plein de failles. De toute façon, même si vous protégez, etc., il y a des failles. Donc, les malwares, ils peuvent bypasser les barrières de protection. Il faut les détecter. Il vaut mieux les détecter tôt qu'ils commencent à faire du ravage, en fait. Détecter. Donc, il y a des briques de detection. OK? Et la brique de detection, en fait, on peut se rattraper. C'est-à-dire qu'il y a un malware qui est entré, il a bypassé les shields, en fait, de sécurité, ce qu'on appelle les barrières de protection. Il est entré, mais on l'a détecté. OK? On l'a chopé, on l'a détecté, on l'a mis en quarantaine, il n'a rien fait. Sauf que, il y a des malwares qui ne sont pas détectables. C'est-à-dire, on met en place des barrières de détection, mais ils ne sont pas détectables. Il y a des malwares qui ne sont pas détectables. Ils sont tellement bien faits, tellement bien conçus, ils ne sont pas détectables. Ils opèrent comme ça, tranquillement. Ils ne se manifestent pas. Par exemple, hein, je vous donne un exemple d'un malware indétectable. SolarWinds. Est-ce que vous connaissez SolarWinds? Ça, c'est fin 2021. Oui, c'est ça. Je pense fin 2020. SolarWinds, en fait, vous pouvez voir, il y a pas mal de références sur Internet. Là, pour vous montrer plutôt la méchanceté des hackers. Les hackers deviennent de plus en plus intelligents. Les hackers, en fait, ils deviennent des artistes, en fait, des computer scientists, des génies, en fait. À distinguer entre les hackers qui trouvent les failles avec les cybercriminels. Moi, c'est pas la même chose. Les hackers, c'est les computer scientists, les génies. Mais t'as les petits voyous. Les petits voyous, c'est quoi? Maintenant, ils achètent le truc. Parce que les hackers, en fait, ce qu'ils font, maintenant, les hackers, ça devient un métier professionnel. Et c'est professionnalisé. Par exemple, vous connaissez dans le monde de la cybersécurité, il y a Lockbit. Je ne sais pas si vous connaissez. Lockbit, en fait, c'est un gang russe, en fait, qui détient 60% de parts de marché sur le ransomware. 60%. C'est-à-dire, s'il y a un ransomware quelque part, il y a 60% que ce soit des Russes, en fait, c'est-à-dire Lockbit. Mais Lockbit, en fait, c'est-à-dire que c'est une petite équipe, en fait, des gens très pointus, très très pointus. Mais est-ce que tu crois que les Lockbit vont aller hacker l'hôpital du coin ou la banque du coin? Non. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont donner leur soft, leur malware, à une bande de cybercriminels, des petits voyous. Et ils laissent les petits voyous voilà, pénétrer le réseau, parce que, en fait, après je vais utiliser le jargon, c'est-à-dire avant d'injecter un malware, il y a une phase qu'on appelle platform penetration. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi platform penetration? C'est-à-dire, en fait, on essaye de trouver les failles, les portes ouvertes, les portes cachées, etc. Voilà. Et en fait, les Russes,
de Lockbit, il envoie ces petits voyous pour faire le travail sale, en fait. C'est quoi? Le travail sale, c'est faire le scanning des ports, le scanning de l'adresse IP, on verra. De toute façon, ça fait partie de vos projets. Ok, des choses concrètes. Après, lorsque le petit criminel, en fait, a trouvé la faille, le russe va donner le truc au petit criminel, allez, vas-y, injecte-le. Et la machine, en fait, elle sera pilotée directement par Lockbit, qui va demander un ransomware. Après, ils ont des modalités business de revenue sharing avec le petit voyou. Le petit voyou, il peut avoir, je ne sais pas, 20% ou 30%, ou bien ils ont le reste. Voilà, c'est ça le business model. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a le dark web pour faire le settlement, en fait, c'est-à-dire passer par du bitcoin, passer par les blockchains, etc. Ils font le settlement. Quand l'argent est blanchi, en fait, dans le dark web. Voilà. Donc, il y a Detect. Detect, en fait, j'ai parlé de SolarWind. SolarWind, en fait, c'est une société américaine, d'accord, qui fait du network management, network monitoring, network management, en fait, qui supervise le réseau. Voilà. Et en fait, toutes les banques, toutes les grandes sociétés américaines ont SolarWind, même en Europe, tout le monde a SolarWind. C'est une plateforme très très connue. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une bande de hackers. Ils ont en fait glissé, je dis bien glissé, un bout de malware dans une équipe offshore de développement SolarWind. C'est-à-dire SolarWind, ils ont des développeurs en Pologne, en Hongrie ou je ne sais pas quoi. Par un moyen, maintenant ils ont glissé le malware dans le soft SolarWind, c'est-à-dire dans le soft de monitoring. C'est-à-dire le malware, il habite dans le cœur du logiciel. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire en fait, ce n'est pas uniquement, voilà, on attaque des machines. Non, voilà, c'est ça, ça vraiment une attaque extrêmement sophistiquée. C'est-à-dire qu'il a subtilisé, je ne sais pas, il a trouvé une faille pour injecter le malware, en fait, au cœur du logiciel utile. Ça s'appelle un cheval de Troie, en fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai évoqué cet exemple? Parce qu'en fait, cette injection a été faite en mars 2020, pendant le Covid, et le malware, il est tranquille, il est dans le soft légitime, c'est-à-dire, parce que le soft, il est signé, comme quoi c'est l'éditeur SolarWind, c'est un éditeur américain, etc., etc. Et donc, le malware, en fait, il travaille tranquillement, lui. De temps en temps, il s'active, en fait, pour récupérer une data, récupérer une information. Mais en fait, aucune de ces organisations n'a pu détecter le malware. Pourtant, là, on travaille avec des organisations américaines, gouvernementales, normalement, qui sont bien outillées. Et comment il a été détecté? Tout ça pour vous dire, premièrement, n'importe quel système, il est atteignable. Et deuxièmement, même les malwares ne sont pas détectables. Et comment il a été détecté? Il a été détecté accidentellement. Parce qu'en fait, ce hacker russe, il est arrogant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de rester tranquillement avec son malware, à récupérer le maximum d'informations, contrôler des machines, en fait, il a attaqué en fait, un soft qu'on appelle XDR, c'est External Data and Response, Defense and Response. En fait, c'est un logiciel de sécurité fait par une compagnie américaine qui s'appelle FireEye. En fait, ce soft, le malware, il commence à attaquer une machine pour récupérer des informations, mais sauf que il est tombé sur une machine de sécurité, en fait, qui a au moins détecté. Donc la machine de sécurité, elle n'a pas détecté lorsqu'il faisait son travail entre mars jusqu'à décembre. Elle a détecté parce qu'elle a attaqué, c'est tout. D'accord? Donc voilà, je commence. Donc identify, protect, detect. Donc le malware, il peut sauter sur le detect, en fait. Et après, il y a un truc qu'on appelle respond, en fait. C'est-à-dire là, on commence à avoir des dégâts. Dans la détection, c'est-à-dire qu'on peut voir le malware sans qu'il commence à faire des dégâts. On le voit. On le voit une anomalie qui entre. Alors, mais à un certain moment, il passait indétectable, il commence à faire des dégâts. Là, on fait respond. Alors, c'est quoi respond? C'est-à-dire, c'est quoi les dégâts? On commence à voir des fichiers cryptés. Alors là, alerte maximale, respond, c'est-à-dire qu'il faut répondre. D'accord? D'ailleurs, en fait, on répond lorsqu'on le détecte ou on répond lorsqu'il commence à faire des dégâts, la réponse. D'accord? Et la dernière phase, c'est qu'est-ce que ça veut dire répondre? Répondre au moins de dire, voilà, alerter les gens, couper le réseau, donc il y a tout un tas de techniques. Et la dernière phase, c'est recover.
C'est-à-dire qu'en fait, le malware, commence à avoir des dégâts sur les systèmes d'information. Après, on va faire ce qu'on appelle recover. Recover, ça veut dire en fait, on va chercher des backups, on va restaurer l'intégrité du système d'information. Là, vous voyez le cycle, en fait, à retenir dans votre texte: identify, protect, detect, restore, recover. Ça, c'est le cycle, en fait, de la cyber. En fait. Là, je vais répondre, en fait, à DevSecOps. En fait, DevSecOps, c'est un nouveau concept. Il y a DevOps. Vous connaissez DevOps, en fait, c'est-à-dire comment relier, en fait, fluidifier, en fait, la communication entre la partie développement à la partie déploiement, delivery, déploiement. Voilà. C'est-à-dire une meilleure collaboration entre les administrateurs, les développeurs. Les développeurs peuvent avoir en fait une activité de déploiement, d'administration, etc. Alors, on a mis SEC au milieu, DevSecOps, en fait. C'est-à-dire, c'est Cyber Security by Design, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. DevSecOps, c'est-à-dire on inclut la cybersécurité dans la conception du système. Parce que là, moi, je vous ai parlé beaucoup plus d'une approche réactive. C'est-à-dire qu'une organisation, en fait, l'organisation, elle va faire une armée cyber. Ben, le système, il est là. Mais sauf que les composants du système ont été fabriqués en amont par des constructeurs, des éditeurs, tout ça. Donc le DevSecOps, en fait, il s'applique plutôt aux entités qui livrent du logiciel, en fait, qui livrent du logiciel. Donc mettre, en fait, les best practices cyber au niveau du développement, en fait. Alors, quelles sont les best practices cyber au niveau du développement? Il y a plusieurs pratiques, comme par exemple, en fait, la cryptographie, comme lorsque la cryptographie en fait doit exister, il faut la mettre dans le développement. Elle fait partie de DevSecOps, en fait. Tout ce qui est en fait analyse du code, analyse statique du code, analyse dynamique du code, etc. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la grande faiblesse, en fait, c'est le logiciel. Le logiciel, potentiellement, il a des bugs. D'accord? Donc, en fait, faire du DevSecOps, en fait, faire la sécurité by design, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'avant les DevSecOps, en fait, la sécurité s'est faite après. C'est-à-dire, on livre le système, on fait la sécurité. DevSecOps, c'est-à-dire, on met la sécurité dans le développement le développement du système. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, monsieur, merci. Voilà, donc... mais c'est une question intéressante parce qu'en fait, ça me permet de vous dire le cycle. Voilà, c'est-à-dire le cycle, en fait, qu'on va se répéter tout le temps. C'est-à-dire identify, protect, detect, respond and recover, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions avant d'avancer? N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que lors de la formation, parce que vous avez mentionné qu'il y a deux types de profils de la sécurité, il y a les attaques, il y a Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, une entreprise en fait, qui applique, en fait, c'est-à-dire la cybersécurité, en fait, vous allez voir que c'est un truc à géométrie variable. En fait, les entreprises n'appliquent pas la même chose partout, en fait. Disons, une entreprise respectable qui va avoir une stratégie cyber, généralement, en fait, elle va mettre en place, en fait, une armée de défense, en fait, avec une certaine forme. Elle est multiforme, cette armée de défense. D'accord? Et l'armée de défense, en fait, ce qu'elle fait, elle associe les cycles. C'est-à-dire, dans un premier temps, bon, on voit les assets dans l'entreprise. On va couvrir tous les assets dans l'entreprise. L'asset logiciel, hardware, les capteurs, l'IoT, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, mais une entreprise qui a les moyens, là, on entre un petit peu les entreprises de moyens, en fait, ils ont ce qu'on appelle une Blue Team. La Blue Team, c'est l'armée de défense. Alors, que fait l'armée de défense? Généralement, l'armée de défense, comme je dis, elle va traquer de façon régulière. En fait, le cycle que je viens d'évoquer, c'est un cycle continu. C'est-à-dire, on ne fait pas identify d'un seul coup. On fait identify, donc protect, detect, respond, recover, et ça boucle tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise a de nouvelles assets. Il y a des assets qui partent, il y a de nouveaux assets qui viennent. Asset, comme je dis, c'est du logiciel, du hardware, tout ce que vous. Tout ce qui est traitement automatique de l'information, c'est asset. Une machine, c'est une asset. Un logiciel, c'est un asset. Ok? Donc, en fait, il y a la Blue Team, en fait, c'est-à-dire son job, c'est la défense. C'est-à-dire, elle passe en revue, en fait, c'est-à-dire l'identification, passe en vue, on fait tous les cycles. C'est la Blue Team. Mais les sociétés qui ont un peu de luxe,
parce que c'est de grandes sociétés quand même où l'information est extrêmement critique. Les banques, par exemple. Les banques, je suis désolé, une banque, en fait, l'asset principal d'une banque, c'est les systèmes d'information. Une banque, vous savez ou pas? Une banque, c'est les systèmes d'information. C'est-à-dire, à partir du moment où les systèmes d'information tombent, il n'y a plus de banque, en fait, c'est terminé. Plus de banque. Et surtout, les systèmes d'information, il faut les sécuriser, donc à travers toutes les autorisations, la confidentialité d'échange et l'intégrité du système. C'est-à-dire, dans la cyber, là, vous voyez, il y a quelque chose de très important, la résilience, en fait. Il faut intégrer dans la cyber la résilience, c'est-à-dire la défense, elle peut être attaquée. Le hacker, en fait, peut causer des dégâts, en fait, aux assets, mais il y a cette résilience de recover. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est l'intégrité du système. Bon, le système a été touché, mais il faut trouver des moyens d'intégrité. C'est quoi les moyens d'intégrité? Il y a des moyens, en fait, il y a des techniques, les backups, tout ça, il y a les plans de continuité d'activité, ça entre dans tout ça. D'accord? Donc, en fait, cette armée de défense, elle peut subir des pertes. Bon, de temps en temps, il y a un hacker qui peut faire des dégâts. Okay? Mais au final, c'est-à-dire une bonne armée de défense, dans le pire des cas, elle est capable de restaurer l'intégrité du système, qu'il remarche à nouveau. Ça, c'est une bonne armée. Une excellente armée de défense, en fait, bon, elle protège, mais elle détecte. Mais de toute façon, en fait, il y aura certainement, même avec une bonne armée, en fait, certainement des dégâts, en fonction du niveau de sophistication du hacker. Ok? Mais les entreprises qui ont un peu de luxe, parce qu'en fait c'est tellement critique l'IT, il peut avoir une petite équipe, ce que j'appelle la red team. Une équipe en fait qui va challenger le travail de la blue team. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire challenger le travail? C'est-à-dire qu'ils vont attaquer en fait, c'est-à-dire simulation d'attaque en fait. Ok? Ils vont simuler les attaques. En fait, pour stresser de façon continue, les protections, est-ce que le système est toujours protégé ou pas, etc. De telle sorte en fait que le système en fait soit prêt pour encaisser les attaques en fait. Et encore avec les entreprises, avec la blue team, avec la red team, et encore, est-ce qu'ils vont réussir? Mais au moins ça minimise le risque en fait. L'équipe bleue, c'est la défense. Ça c'est un jargon standard. L'équipe rouge, c'est en fait l'équipe rouge en fait, c'est-à-dire ils font partie de l'entreprise en fait. Ou bien c'est une société de service que l'entreprise fait. En fait, l'objectif de l'équipe rouge, c'est de stresser le système pour tester la protection. C'est du white hacking. Oui, c'est ça. White ethical hacking ou un truc comme ça. Comment? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils vont découvrir. Ils travaillent de façon indépendante. C'est-à-dire, en fait, il faut que la red team voit les choses comme un hacker en fait. Il ne faut pas qu'il communique. En fait, il faut qu'il bombarde en fait, le système. Et c'est les autres en fait doivent répondre, doivent s'améliorer, faire d'amélioration continue. Mais comme je l'ai dit, le blue team et la red team, en fait, c'est un luxe en fait. C'est-à-dire toutes les entreprises n'ont pas en fait. Vous voyez? Dans une structure. Enfin, moi, j'avais comme client une grosse agence de voyage qui s'appelle Go Voyage. Et Go Voyage a été racheté par le groupe Accor. Le groupe Accor, c'est les hôtels. Oui, c'est ça. Et moi, je m'occupais de toute la partie web et base de données de réservation en ligne. D'accord. Et on avait tous les ans une équipe de contrôle mandatée par l'actionnaire qui est le groupe Accor, qui venait nous expertiser. Et ils nous demandaient ce qu'on avait. On ne leur donnait pas les logins et les mots de passe. Mais on leur explique comment l'architecture est faite, et eux faisaient leur rapport en disant est-ce qu'on fait du bon boulot ou pas. Et très souvent, leur rapport était un peu salé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour eux, toutes les règles de sécurité nécessaires pour une société qui est groupe Accor et côté en bourse, côté en bourse, n'étaient pas réunies. Donc il fallait nous donner une liste de choses à rajouter, et ça c'est tous les ans. C'est-à-dire qu'on travaillait un mois pour répondre au white hacker de l'actionnaire principal de Go Voyage. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Bon, Accor, ils ont le luxe, en fait, c'est-à-dire de mandater cette équipe d'auditeurs
ou des red team en fait, quelque part sur le red team externe en fait, et pour venir de faire faire en fait ce hacking superficiel en fait, c'est-à-dire eux le hacking en fait il s'arrête à ce qu'on appelle le pen testing en fait, penetration testing, c'est-à-dire en fait on trouve une vulnérabilité, on s'arrête, stop, on trouve la vulnérabilité et surtout en fait on démontre la vulnérabilité. Comment on démontre la vulnérabilité? On la démontre à travers, voilà, je contrôle la machine, c'est-à-dire j'ai ce qu'on appelle un cheval de Troie distant que je peux piloter. D'accord? C'est un coquille logiciel, une sorte de shell où je peux lui injecter le vrai malware en fait. Hein. Les attaques commencent comme ça, c'est-à-dire en fait, ils commencent à reconnaître en fait l'environnement, identifier en fait, c'est-à-dire des failles et commencer à exploiter les failles. Et puis après, on injecte le vrai malware. D'accord? Donc ça c'est la rétine. Mais comme je l'ai dit, Accor, c'est-à-dire c'est un groupe à plusieurs milliards de dollars en fait, de chiffre d'affaires. Donc eux, ils peuvent se permettre. Mais je ne sais pas, l'hôpital du coin, ou je sais pas, ou même les services gouvernementaux, ou un truc comme ça, sont extrêmement vulnérables en fait. Hein. Et surtout en fait, la nouvelle tendance en fait, de la cyber, c'est d'attaquer les hôpitaux maintenant avec le ransomware. Ils peuvent bloquer complètement le système d'information, les fiches des patients. Ils peuvent même en fait causer même des dommages en fait humains. Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avec la surveillance, comment dirais-je, la vidéosurveillance en fait, généralisée, parce que vous voyez que les caméras, en fait, sont vulnérables, les caméras dans la rue, on peut les attaquer, on peut détourner des preuves, on peut effacer des trucs. Ben, tout ça, en fait, ça vous montre quand même la vulnérabilité en fait, massive des organisations. Alors, surtout, il y a un autre point extrêmement important. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire la social engineering en fait, en cyber? Ben, en fait, n'importe quelle organisation, on suppose Go Voyage ou un truc comme ça, donc l'autre bien protégé, etc., ils ne sont pas à l'abri. Pourquoi ils ne sont pas à l'abri? Parce qu'en fait, ces groupes de hackers russes, en fait Lockbit, en fait, en apparence, ils ne vont pas attaquer la surface externe du site Accor ou la Go Voyage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une nouvelle technique. Et là, en fait, pour reconnaître en fait, un petit peu l'organisation de l'entreprise et reconnaître en fait, les prestataires de l'entreprise et reconnaître en fait, peut-être des gens qui ont des droits d'accès à des sell machines ou un truc comme ça. Une femme de ménage, par exemple. Tiens, une femme de ménage, en fait, elle peut être en fait, un vecteur d'attaque que ces gens peuvent identifier. Imaginez en fait quelqu'un qui vit une situation financière très difficile. Maintenant, en fait, leur intelligence, maintenant, ils ont des outils d'intelligence et de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adresser à cette femme de ménage avec $30 000. $30 000, tu as un petit malware, tu entres faire du ménage dans la salle machine, tu mets le truc dans le truc et c'est terminé. T'as beau à protéger, tu vois ce que je veux dire? Tu as beau à protéger la surface en fait, externe en fait, de l'entreprise. On parlera de la surface externe. Hein. On en parlera de tout ça. J'aurai quelques projets à vous donner pour vous exercer sur les surfaces externes. Mais en fait, ce n'est pas les surfaces externes qu'on va attaquer. Vous voyez, les surfaces externes, c'est-à-dire le site web, quelques applications visibles, en fait. Voilà. Mais les dégâts ne sont pas à ce niveau, en fait. Les dégâts, en fait, le vrai dégât, c'est au niveau, en fait, c'est-à-dire de l'interne dans l'entreprise. OK? Et ils sont capables, en fait, d'avoir... Là, je parlais de la pauvre femme de ménage, mais je parle, en fait, d'un collaborateur qui a accès au système d'information. Il y en a, certainement, il y en a des collaborateurs qui accèdent de bas dans la chaîne, en fait, au niveau de l'échelle, en fait, de rémunération. Mais c'est ça, en fait. Qui peut combattre ça? Dites-moi, vous avez la meilleure armée qui protège le périmètre externe et même qui protège le périmètre interne de l'entreprise. Là, vous mettez le malware dans le cœur de l'entreprise, le cœur du système d'information. Le cœur, c'est-à-dire sur le serveur. Vous voyez le truc, vous voyez les dégâts? Ben, c'est un dégât phénoménal en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper en fait. Voilà, c'est ça le bottom line en fait.
Et c'est ça. D'ailleurs, en fait, la plupart des attaques, lorsque vous voyez, il y a 4 semaines, ou non, 6 semaines, en fait, cherchez sur Internet, ça s'appelle Lockbit. En fait, ils ont complètement mis à l'arrêt le système de la poste anglaise. C'est-à-dire, en fait, tous les chronopostes, c'est-à-dire les envois rapides, en fait, de la poste anglaise, ils ne marchaient plus. Et c'est à cause de quoi? En fait, à cause d'un ransomware. Et qui a mis le ransomware? En fait, c'est les Lockbit. Il faut chercher quel est le vecteur. Moi, à mon avis, ce n'est pas une attaque externe, en fait. Ce n'est pas en attaquant un site web. Parce qu'en fait, généralement, les entreprises, lorsqu'ils exposent une surface, la surface externe, elle est bien blindée. Hein. Il y a des firewalls, c'est du poids lourd. Hein. C'est-à-dire les frontières externes, c'est du poids lourd. Là, en fait, il y a un agent, en fait, malware qui a un complice, en fait, dans les périmètres internes. Donc, c'est le complice qui l'a aidé à mettre le ransomware et aller dans le cœur du système. Parce qu'en fait, mettre à genoux, en fait, le système d'envoi de chronopost, quand même, c'est quand même assez brutal. Donc, en fait, ça nécessite des trucs à l'intérieur, en fait. Et d'où l'importance de social engineering. Social engineering. Moi, j'étais donc CTO donc, de cette société de défense, en fait. Hein, et j'étais le responsable du système d'information, parce que j'ai cumulé deux rôles, CTO et responsable du système d'information, c'est DSI, hein, ce qu'on appelle CIO, Chief Information Officer. Et en fait, ma tâche, à un certain moment, les collaborateurs de l'entreprise reçoivent de façon incroyable des phishing. Vous connaissez les phishing, les liens malicieux, en fait. Hein. Et là, ça commence à contaminer les trucs. Il y a des contaminations transverses, en fait, qui vont dans tous les sens avec tous les collaborateurs. Et donc, après, au-delà du phishing, en fait, c'est allé avec un truc beaucoup plus compliqué, le spoofing. Spoofing, usurpation d'identité. Usurpation d'identité, c'est-à-dire, en fait, le hacker, il connaît l'organisation de l'entreprise. Il connaît votre chef. Il connaît que vous travaillez pour telle ou telle personne. Donc, il est capable, en fait, de faire une sorte d'email, c'est-à-dire en provenant de votre chef, pour demander de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, là, c'est en fait les attaques de spoofing. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou c'est... Concernant les attaques internes, Oui. Dans mon travail, Tu travailles quoi? Tu fais quoi? travail hardware. Tu fais du hardware? Par exemple. Tu fais quoi? Je n'ai pas compris. T'es en quelle année en fait? Deuxième année, mais c'est ma première expérience en tant que support admin. D'accord. Donc, Tu es un alternant, je n'ai pas compris en fait. Non, je commence mes études par moi-même. Ah d'accord, ok. J'ai distingué qu'il y a des outils qui sont performants et qui essayaient de sécuriser votre PC contre les attaques comme le ransomware et qui sont installés dans la mémoire RAM plutôt de BIOS, Ouais. comme le HP Wolf Security. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou bien est-ce qu'ils sont plutôt est-ce qu'ils contiennent des failles ces outils-là pour être attaqués? Là, tu parles de quel outil en fait? Par exemple, HP Wolf Security. HP? HP Wolf. C'est un produit d'HP, c'est ça, le Hewlett-Packard ou c'est quoi? Ouais, d'accord. Ils utilisent pour se sécuriser contre plusieurs types d'attaques, généralement internes. D'accord. En fait, moi je ne connais pas ce produit. Est-ce que ça il fait partie de quelle catégorie? Parce que moi j'ai en fait le produit en fait, qui sécurise en fait, les endpoints, c'est-à-dire votre PC, un truc comme ça, ce qu'on appelle le EDR, c'est Endpoint Detection and Response. Et HP, à ma connaissance, ce n'est pas l'un des leaders en fait. C'est-à-dire lorsqu'on voit le Gartner en fait, c'est-à-dire les leaders. Donc on voit SentinelOne, on voit même Microsoft, ils sont pas mauvais en fait sur ça. Il y a CyberVision, il y a tout un tas de leaders, hein, Sophos, etc. Bon,
pour répondre en fait à la question, le CDR, en fait, si le produit HP il fait partie de ces outils en fait, de protection du poste, en fait, ces outils nécessaires et pas suffisants. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent laisser glisser en fait des malwares, en fait. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, dans le framework cyber, il y a toujours detect, respond. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ne pas détecter. Il y a des trucs, des malwares en fait extrêmement subtils, en fait. D'accord. Des malwares en fait très silencieux, parce qu'en fait, les malwares visibles, brutaux, ils s'infiltrent, ils commencent à se mettre. Ils commencent en fait à s'enregistrer en tant que service pour démarrer automatiquement. Il s'écrit dans, je sais pas, dans le registre en fait de Windows ou un truc comme ça. Lui, il n'est pas discret. Lui, les softs de sécurité en fait vont l'identifier. Mais on peut avoir en fait un malware qui est dans un premier temps, il est calme, il fait rien, il laisse. Et de temps en temps, il fait des petits trucs comme ça. Il peut complètement bypasser les mécanismes de protection en fait. D'accord. Donc bon, ce qu'on appelle en fait la nouvelle génération d'anti-malware ou EDR, maintenant il s'appelle EDR. EDR. C'est-à-dire les antivirus, anti-malware, c'est la vieille génération, maintenant on a ce qu'on appelle EDR. Donc il fonctionne beaucoup avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, pour reconnaître les patterns d'attaque. Même avec ces trucs-là, on peut les bypasser en fait. Ils deviennent certes de plus en plus performants, mais on peut complètement les bypasser en fait. C'est possible ou pas? D'accord. Alors comment on les bypass? Parce que eux, ils s'exécutent dans le système d'exploitation comme application. Si par exemple, en fait, on arrive à modifier les secteurs de boot de la machine par un malware, un truc comme ça, c'est le malware qui prend carrément le contrôle de l'OS, en fait. D'accord? Où on vous glisse, en fait, une petite puce électronique, en fait, D'ailleurs, en fait, les Chinois l'ont déjà fait, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a une compagnie américaine qui sous-traite, en fait, la fabrication de cartes électroniques, en fait, en Chine. Ça, c'est depuis 4 ans, je pense. Et en fait, l'usine chinoise, ce qu'ils ont fait, ils fabriquent la carte pour les Américains, mais ils ont glissé un tout petit composant en fait, électronique minuscule. Et en fait, le composant électronique, c'est lui qui va prendre le contrôle de boot de la machine, en fait. C'est-à-dire, c'est un malware. Voilà. Donc, bon, ça, c'est les renseignements américains, l'intelligence américaine, en fait, ils ont su le neutraliser pour dire que tous les EDR, tous les sortes de protection, ils peuvent être bypassés en amont, c'est-à-dire au niveau électronique, au niveau, voilà, ils peuvent être, d'accord. Donc en fait, le ZDR en fait se perfectionne tous les ans, mais en fait ils sont pas complètement sécurisés, quoi. Ils ne sécurisent pas complètement en fait les machines, quoi. D'accord.